Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là pour cette conférence qui va durer 1 heure. Je ne sais pas si vous aurez la patience de l'écouter, mais le thème est tellement vaste. Charles Larcher m'a imposé ça. Le thème est vaste. Faire un petit peu tout le tour de ce qu'est l'histoire de la Martinique et de l'histoire de la canne, du rhum. Alors, je vois ça en 5 grands points que je vous ai exposés là rapidement. Vous voyez donc d'abord la première période, celle qui va des années 1610 à 1654, période que j'appelle avant le règne de la canne à sucre. Nous reviendrons. Ensuite, la période la plus connue, pendant longtemps, dit-on, c'est celle dite la période de l'or blanc, au moment où le système esclavagiste était à son apogée, mais la canne à sucre aussi. Et ça va de 1654 à 1789, à la veille de la Révolution française. Ensuite, une période à peu près de 90 ans, qui va de la Révolution française au début des grandes crises sucrières. Et c'est l'époque où il y a toute l'agonie du monde sucrier, c'est-à-dire qui s'accompagne, bien entendu, de la fin de la traite négrière, mais de la fin de l'esclavage, et c'est l'ouverture des usines centrales. La 4e période que nous verrons, c'est la période où le rhum a pris son essor, vraiment, sur le plan mondial, à la Martinique et sur le plan mondial, mais juste au moment où le sucre traverse une crise terrible que la Martinique a connue. Et puis enfin, la dernière période, après la Seconde Guerre mondiale, qui est celle que vous connaissez le plus, d'abord parce qu'il y a énormément d'ouvrages. Je pense en particulier à l'ouvrage qui a été sorti à Saint James, qui raconte les 250 années, mais on va quand même parler de cette période où le sucre est moribond, et puis où il y a eu la bataille pour le label rouge, et là aussi pour le rhum, de 1948 à nos jours. J'ai fait une petite bibliographie rapide. J'ai utilisé Meyer Jean, l'histoire du sucre, ou bien US de Lampalin sur l'histoire du rhum, et puis beaucoup les études de Schackenbourg Christian, qui a beaucoup étudié l'histoire du sucre sur la Guadeloupe. Alors c'est un Guadeloupéen d'adoption, un Guadeloupéen féroce, un tout petit peu anti-martiniquais, mais dans les études qu'il fait, il est quand même obligé de temps en temps de faire des comparaisons avec l'île rivale, l'île sœur. Mais il a fait des études extrêmement intéressantes en 3 tomes sur l'histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe, mais il a écrit aussi beaucoup d'articles dans la Société d'histoire de la Guadeloupe et dans la Revue française d'outre-mer. J'ai étudié aussi l'ouvrage de Stélé, je ne vais pas retrouver son nom parce que j'ai des notes où il y avait une histoire du sucre. Et puis j'ai parlé tout à l'heure des plantations Saint-James, ce qui a été fait. J'ai visité récemment le musée de la canne sur l'illustration, sur l'exposition des 20 ans de l'AOC. J'en ai profité pour prendre 2 vues de leur exposition. Et puis, il y a ma propre documentation personnelle. Mais il y a aussi, je ne l'ai pas mise là, mais j'avais l'intention de le mettre, il y a aussi toute une série d'articles écrits par un monsieur qui s'appelle Gabriel Gallion et qui a fait toute une série d'articles cet an dernier dans France Antilles et qui aborde un petit peu tous ces problèmes que nous allons aborder. Alors, ma première période, celle qui va de 1610 à 1654, eh bien, il y a eu d'abord la fréquentation de ce qu'on a appelé les îles du Pérou. C'est comme ça qu'on nommait les petites Antilles, parce que c'était des terrains abandonnés par les Espagnols, et c'était l'ouverture du Pérou. Le Pérou, c'est le pays de l'or. L'ouverture du Pérou, et là, on utilisait ces îles uniquement pour faire ce qu'on appelle des égouades, c'est-à-dire venir faire de la ressource en eau fraîche, de la ressource en bois. Et c'était surtout des endroits de cachette temporaire pour les fébustiers, et toute une série de fébustiers comme le Diéprois le Grand en 1610, ou bien
beaucoup de Bretons, de Saintongeais, de gens du pays de Caux, des Normands. Il y a eu l'expérience de Charles Fleury avec un ouvrage extrêmement intéressant qui est resté à la Martinique en 1619-1620. Et puis, il y a celle de Jean Périer en 1623, qui est du Havre, qui est resté en Martinique pendant 2 ans et en Dominique. On dit même qu'en 1624, il y aurait un flibustier qui s'appelle Denambuc, qui aurait fait une longue escale en Martinique. Alors, est-ce qu'il était passé avant, parce qu'il était déjà flibustier auparavant? Mais on le retrouve plus tard. On le retrouve plus tard lorsque nous passons à un changement de cap de la colonisation française, lorsque, en France, sous Richelieu, il est décidé de coloniser les îles du Pérou, de coloniser ces îles qu'on va appeler non plus les îles du Pérou, mais on va les appeler les îles d'Amérique, les isles d'Amérique. Et c'est le moment où on commence la colonisation à Saint-Christophe en 1625, et puis en Martinique, en Guadeloupe et en Dominique en 1635. Alors, cette période, c'est la période du tabac. La culture que l'on pratique à ce moment, c'est le pétain, ce qu'on a appelé aussi l'herbe à Nico, parce que ça a été introduit en France par un certain Nico. Eh bien, l'herbe à Nico et le pétain, c'était ça, la richesse de la Martinique à ce moment. Et d'ailleurs, le 4 août 1638, on se rend compte de quelque chose, c'est que ce pétain est déjà en concurrence avec celui de la Virginie, dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, les actuels États-Unis. Et alors, le 4 août 1638, la Compagnie des îles d'Amérique va interdire la plantation du tabac dans les îles. Mais personne ne va observer ça. Il va ordonner l'arrachage des plants. Et cette compagnie va recommander le roucou, le coton ou les vivres. Et en particulier, elle va demander d'introduire aussi des graines de casse ou de cannelle dont on a donné des plants à de l'olive. Et puis, on parle à ce moment de la canne à sucre. C'est au moment où... Mais il n'y a pas encore une veille. Et puis, en 1640, eh bien, le sucre fait son apparition avec un monsieur qui s'appelle Daniel Trézel, et il obtient de la Compagnie des îles d'Amérique un monopole en 1639. Et il va commencer les cultures en 1640 avec ses fils, François en Martinique, Samuel en Guadeloupe, mais il va très vite péricliter. Ça ne va pas marcher, tout de même. Ça va redémarrer avec beaucoup plus de force lorsque, en 1654, des Hollandais qui avaient été chassés du Brésil, parce que les Hollandais avaient essayé de faire la conquête du Brésil qui appartenait aux Portugais, et ils sont chassés en 1654, et ils s'enfuient par conséquent, et ils vont dans toutes les îles d'Amérique, et arrive ici à la Martinique Benjamin d'Acosta, qui arrive avec non seulement de nouvelles méthodes pour le raffinage du sucre, mais qui arrive aussi avec le cacao. Et c'est à partir de ce moment que le sucre prend son essor. Lorsque nous passons à notre deuxième période et qu'on a introduit ici ce qu'on appelle la tige sucrée, c'est-à-dire la canne à sucre, eh bien, il y a toute une série de monopoles qui sont donnés, qui sont accordés aux planteurs. Entre le 31 mars 1659, déjà, c'est-à-dire même pas 5 ans après l'arrivée des Hollandais, eh bien, en France, il y a tout de suite une réglementation qui est prise pour les eaux de vie de canne, ce qu'on appelle le tafia. C'est-à-dire qu'à partir de la canne, on fait donc du tafia, et qui existe d'ailleurs dans toutes les îles, y compris dans les îles anglaises, avec ce qu'on appelle the kill the devil, c'est-à-dire ici on appelle ça la guildive et les rhums, et il y a d'abord cette... Mais ensuite, en 1660, on va instituer un nouvel impôt. Et dans cet impôt, on demande qu'il soit payé en sucre et non en pétain. C'est une manière de montrer que tout de suite, la production sucrière a déjà pris son essor. En 1664, alors là, je vais vous donner une série de dates, excusez-moi,
mais malheureusement on est obligé de les donner. En 1664, Colbert va définir ce qu'il appelle l'exclusif colonial, c'est-à-dire il n'est pas question de commercer avec les autres États, il faut que tout passe par la métropole et que ce soit les bateaux de la métropole qui fassent ce commerce. En 1667, Colbert va doubler la taxe que doivent payer les sucres raffinés étrangers à l'entrée en France. Les sucriers martiniquais, à ce moment, n'ont donc aucun avantage à vendre leur sucre aux Hollandais, parce que les Hollandais sont quand même les meilleurs marchands du monde à ce moment. En 1671, Colbert abaisse les droits de retour sur les produits des îles qui arrivent en France. C'est-à-dire que là, c'est une mesure intéressante pour le sucre et pour les eaux de vie de canne et les autres produits coloniaux. On leur permet de pouvoir entrer en France, c'est extrêmement important. Mais il y a un autre élément extrêmement symbolique dont on ne parle pas souvent. C'est ce qui se passait le 20 juillet 1674, cette fameuse victoire du Rhum, comme l'a baptisé Louis XIV. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'amiral hollandais de Ruyter essaie de débarquer dans le cul-de-sac royal, c'est-à-dire l'actuel fort de France. Et il essaie de prendre d'assaut le fort, c'est-à-dire l'actuel fort Saint-Louis, qu'on appelait à l'époque le fort royal. Mais lorsqu'il attaque, les Français étant en petit nombre, se retirent, mais ils ont laissé là leur caisse d'eau de vie. Et les Hollandais ont bu plein de rhum ce soir-là. Et donc, ils sont tellement saouls que lorsque les Français arrivent, il est facile de les battre. Et l'amiral de Ruyter, qui avait fait la conquête de beaucoup de colonies, eh bien, est battu. Et il y a même une médaille qui a été faite par le roi de France pour fêter la victoire du Rhum. Mais pourquoi j'en parle? Parce que cela signifie que déjà, à ce moment, la canne à sucre avait pris son coup. Ensuite, en 1679, c'est une date intéressante, il y a un arrêt du Conseil d'État. On déclare que les nègres, c'est-à-dire les esclaves, les chaudières et les bestiaux de sucrerie sont insaisissables pour le paiement de droits de capitation. C'est-à-dire que si il y a des dettes, n'attaquez surtout pas les sucriers et n'attaquez pas les sucreries. Et puis, deux autres dates, je vais vous donner. C'est en 1684, on interdit de créer de nouvelles raffineries de sucre aux Antilles. Alors en Martinique, il y en avait deux. On leur interdit de les créer. Pourquoi? Parce que le sucre a pris tellement de poids en France qu'il y a 28 raffineries en France qu'il ne faut pas concurrencer. Ce sont des raffineries qui se trouvent, d'ailleurs vous allez voir le nom des villes, c'est Rouen, La Rochelle, Nantes, Bordeaux en particulier, c'est-à-dire toute la côte, tous ceux qui faisaient le trafic. Et puis alors, on supprime cela. En 1695, on supprime les raffineries de sucre aux Antilles et à ce moment, les colons de la Martinique vont continuer à raffiner en utilisant de nouveaux procédés. Au XVIIIe siècle, pour aller vite, je ne vais pas raconter l'histoire du gaoulé, parce que nous entrerons dans une autre problématique, mais on peut comprendre le gaoulé à travers deux dates importantes. D'abord, en 1715, il y a eu des droits sur les marchandises exportées des Antilles, qui étaient destinés à couvrir les dépenses militaires dans l'entretien des milices. Et ça pèse sur les planteurs. Et puis en avril 1717, c'est-à-dire un mois avant les événements du gaoulé, eh bien, il y a des lettres patentes qui interdisent le commerce avec l'étranger. On renforce par conséquent l'exclusive. Et c'est pour cela qu'il y a cette révolte du gaoulé que je ne raconte pas. Et puis, le 17 novembre 1717, c'est ce qui est intéressant à savoir, il y a une ordonnance royale qui interdit à qui? Aux gouverneurs, aux lieutenants généraux, aux intendants de posséder des habitations pour y faire du sucre, de l'indigo, du tabac, du coton, du roucou, du gingembre. Et pourquoi interdit-on cela? Parce que beaucoup de ces gouverneurs, lieutenants, intendants, etc., venaient faire leur richesse sur les produits coloniaux. Alors on les autorise
à posséder des jardins qui produisent des fruits, des légumes et des herbages. C'est pour vous dire tout le poids du sucre. Mais on est dans une concurrence extrêmement forte à ce moment avec la Jamaïque et Barbade, qui sont les deux colonies anglaises qui produisent aussi du sucre et de la guildive. Et ces deux colonies, eh bien, sont en concurrence avec les colonies françaises, et les planteurs guadeloupéens sont très mécontents du système qui existe de l'exclusif colonial, parce que c'est Saint-Pierre et Fort-Royal qui dirigent tout le commerce des colonies françaises. Et les produits guadeloupéens doivent passer par le port de Saint-Pierre pour pouvoir être réexportés en France. Bien entendu, les commissionnaires de Saint-Pierre profitent pour mettre leur propre somme dessus, leur propre argent. Nous arrivons donc à la guerre de 7 ans, parce que je suis obligé d'aller vite, sinon on ne va pas finir. Lorsque nous arrivons à la période de la guerre de 7 ans, qui est la période d'occupation des Antilles françaises par les Anglais, en fait de la Martinique et de la Guadeloupe, la guerre commence en 1759. Elle se termine en 1763. Les ordonnances royales avaient supprimé, déjà en 1759, les taxes que payaient les cabaretiers et qui étaient destinées au budget du gouverneur et de l'intendant, parce qu'on pouvait faire de l'argent à partir du rhum. Ensuite, il est fait défense au gouverneur à nouveau, en 1759, d'avoir les fameuses propriétés de sucre, etc. Mais alors, la Guadeloupe est occupée à ce moment par les Anglais. La Martinique résiste. Elle résiste, elle tient pendant 4 ans face à toutes les attaques anglaises, mais en 1762, les planteurs de la paroisse du Lamentin, suivis de plusieurs autres paroisses, préfèrent se rendre. Et pourquoi? Parce qu'en Guadeloupe, 3 ans auparavant, eh bien, les planteurs de la Guadeloupe s'étaient rendus aux Anglais et avaient augmenté leur production sans avoir la pression de Saint-Pierre. Eh bien, il y a donc cette guerre. Cette occupation de la Guadeloupe et de la Martinique, eh bien, a créé naturellement un meilleur régime pour les Guadeloupéens. Je reviendrai dessus. Toujours est-il que le 10 janvier 1763, c'est la fin de la guerre de 7 ans. Les Anglais, à ce moment, obtiennent dans la Caraïbe quelques colonies françaises qui sont Tobago, Grenade, Saint-Vincent, la Dominique. Toutes ces colonies, la France les perd, mais il restitue aux Français la Guadeloupe et la Martinique. Alors vous avez certainement entendu parler de la fameuse légende de ce qu'on appelle la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que les Anglais, les Français auraient préféré céder le Canada plutôt que de céder la Martinique et la Guadeloupe. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, cette affaire. C'est une belle légende qu'on a... Oui. Haïti, non, ils n'ont pas demandé Haïti, parce qu'Haïti, c'était quand même déjà trop gros. Non, là, ils demandaient les petites îles. C'était surtout, en particulier, Barbade qui était menacée, parce que Barbade était entourée de toutes les colonies françaises. Quand vous prenez Tobago, Grenade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie et la Martinique, Grenade est entourée. Bon, mais on laisse ça pour les questions pour tout à l'heure, d'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous regardez la Guadeloupe, par exemple, en 1759, ils avaient 290 sucreries. En 1763, 4 ans après, ils ont 446. Essayez de faire le pourcentage, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté de plus de 50% leur nombre de sucreries. S'il y a 54% de sucreries en plus, le nombre d'esclaves importés a augmenté de 40% sur ces 4 ans-là. Et le port de Pointe-à-Pitre, qui ne recevait à l'époque que 10 navires, puisque c'était à Saint-Pierre que tout passe, eh bien, il se retrouve avec plus d'une centaine de navires. Voilà donc, et on pourrait voir cela sur d'autres chiffres,
sur le café, sur le coton, sur le cacao, sur la circulation du commerce avec les colonies anglaises, au point que les Guadeloupéens, à ce moment, les planteurs guadeloupéens, au moment de la négociation de 1763, ils sont plutôt favorables à devenir colonie anglaise que redevenir colonie française sous la coupe de Saint-Pierre. Et ce qui se passe, ce sont les Jamaïcains et les Barbadiens qui s'opposent fortement à William Pitt pour lui dire non, 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 pas question de céder devant ces éléments. Ensuite, lorsque nous arrivons à la veille de la Révolution, le 30 août 1784, eh bien, on est obligé de mettre en place un exclusif mitigé. On permet que le port de Saint-Pierre, c'est l'un des 7 entrepôts, parce qu'on va ouvrir d'autres ports dans les colonies. On va en ouvrir un à Sainte-Lucie, c'est le port de carénage. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, si vous allez à Castries, il y a le fameux quartier du carénage, qui est le port de Castries. On va ouvrir le port de Pointe-à-Pitre, et ils sont autorisés à ce moment à recevoir des navires étrangers, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Et ils sont autorisés surtout à commercer avec ce nouvel État qui vient d'être créé, les États-Unis. Mais c'est la période aussi, alors je vais vite, mais c'est important, où se fixe en Martinique toute la géographie du paysage agraire, ce qu'on a appelé le pays sucrier et le pays vivrier. Le pays sucrier tout autour de l'île, en particulier dans les 2 grandes plaines, celle de la Lamentin, Rivière-Salée, mais même sur toute la côte, y compris même la côte atlantique. Là, et puis, vous avez donc tout autour de l'île ce pays sucrier, et puis à l'intérieur du pays, vous avez le pays vivrier, là où il faut avoir un point important. Autre élément sur lequel je passe vite, mais qui est aussi très important, c'est le poids que le commerce colonial, alors bien entendu Haïti entre dedans, parce que Haïti, Haïti à l'époque ça s'appelle Saint-Domingue, la partie française de Saint-Domingue, c'est quand même le plus important, mais quand on ajoute quand même la Martinique et la Guadeloupe, y compris la Martinique, le poids du commerce colonial dans la richesse française à ce moment, c'est extrême à la veille de la Révolution. Je veux aborder une période sur laquelle on va passer un peu plus de temps, 2 périodes sur lesquelles nous passerons un peu plus de temps, c'est la période qui va de 1790 à 1883. 1790, c'est la Révolution française, mais c'est aussi un impact extrêmement important de ce qu'on a appelé la révolution industrielle en Angleterre et avec des mutations. Je vous ai dit que le commerce colonial se faisait pas seulement à partir du sucre, mais à partir de tous les produits que je vous ai dit, le tabac, le coton, le roucou, l'indigo, etc. Eh bien, la révolution industrielle en Angleterre, ne serait-ce que sur le coton, vous avez certainement appris à l'école ce qu'on appelait la moule génie ou la spin génie, de la fameuse révolution industrielle en Angleterre. On a tous les produits coloniaux, il y a de nouveaux processus de production, et tous ces produits coloniaux, eh bien, ont maintenant une importance dans un pays industriel tel que l'Angleterre, et l'Angleterre ne veut plus tellement de la concurrence des colonies, de ses propres colonies, mais des autres colonies. Et ils sont de ceux qui sont partisans de la fin de la traite négrière. Très vite, dès 1807, alors c'est ce qui est intéressant, dès 1807, on arrive aux idées de la traite négrière. Alors, je vais vite dessus, mais nous devons retenir ça. 1807, l'Angleterre abolit la traite négrière, le 25 mars 1807. La mesure est suivie par le Danemark, par le Portugal et par les États-Unis, ou plus exactement, par les États du nord des États-Unis, parce que les États du sud ne sont pas d'accord. En 1814, dans la première partie du congrès de Vienne, il y a une prise de position pontificale. Le pape Pie VII condamne la traite négrière. Ensuite, toujours en 1814, il y a le fameux traité de Paris. La France doit s'engager à mettre fin à la traite des Noirs dans les 5 ans. Donc, et puis, entre-temps, il y a
ce fameux vol de l'aigle de Napoléon qui revient au pouvoir pour 100 jours, la période des 100 jours. Et Napoléon, lui aussi, il décide d'abolir immédiatement la traite négrière, de ne pas attendre les 5 ans. Mais Napoléon est battu. Et le 9 juin 1815, il y a l'abolition de la traite négrière par le Congrès de Vienne. Mais au deuxième traité de Paris, alors que Napoléon est battu, les Anglais disent à Louis XVIII qu'il faut qu'il applique le décret de Napoléon, qui mettait fin de manière immédiate à la traite négrière et de ne pas attendre les 5 ans. Donc, le 15 avril 1218, la traite négrière est interdite en France. Mais ça aura très peu d'effet. En fait, la traite négrière sera interdite que le 4 mars 1831. Mais lorsqu'on va de toute cette période, 1807 à 1831, c'est une période dans laquelle, là, au moins déjà sur le plan politique et sur le plan social, les planteurs martiniquais ont quelques problèmes. Parce que là, il y a naturellement une attaque en règle contre l'esclavage, d'autant plus qu'en 1833, il y a l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises et que ça s'ajoute à l'abolition de l'esclavage dans le nouvel État qui s'appelle Haïti, mais ça s'ajoute à l'abolition de l'esclavage au Venezuela, en Colombie, au Panama, en Bolivie. C'est-à-dire que là, c'est déjà devenu une réalité extrêmement importante. Et par conséquent, ça c'est le premier grand problème pour les planteurs antillais. Le deuxième grand problème, c'est la concurrence de la betterave. Apparaît un nouveau produit, la betterave, qui permet de donner du sucre. Et naturellement, les planteurs antillais qui ont pendant longtemps participé à la richesse des grandes villes françaises, ils ont quand même encore des moyens de faire du lobbying. C'était pas un mot qui existait à l'époque. Ils ont les moyens de faire du lobbying et ils obtiennent du nouveau gouvernement un certain protectionnisme. En particulier, le 17 décembre 1814, déjà, Louis XVIII met une surtaxe de 20 francs sur chaque quintal de sucre étranger qui arrive en France. Dès que c'est un sucre qui ne vient pas des colonies françaises, il paye 20. C'est une loi qui vise à protéger les planteurs au nom d'une nouvelle théorie qu'on appelle la théorie du pacte colonial. Cette taxe de 1814, elle est alourdie en 1816, elle est alourdie en 1820, elle est alourdie en 1822, elle va atteindre jusqu'à 50 francs, c'est-à-dire c'est quand même extrêmement important. Il s'agit d'éliminer les sucres étrangers. Et donc, à cause de cette taxe, eh bien, la Martinique, entre 1818 et 1828, arrive à doubler sa production de sucre, malgré la concurrence de la betterave. Et puis, en 1833, on a changé de gouvernement. On est passé à ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. Et en 1833, la surtaxe sur les sucres qui était de 50 francs est ramenée à 40 francs. On n'a pas ramené à 20 francs, mais on a ramené à 40 francs. Alors, c'est une attaque qui est très mal vécue par les planteurs guadeloupéens et martiniquais. Il faut voir toute la presse de ce moment, comment ils attaquent cela. Donc, ça, c'est un deuxième problème, le problème de la betterave. Troisième problème, c'est la question des livres de couleur, qui sont beaucoup plus nombreux à partir de ce moment, à partir du 19e siècle. Alors, je ne parle pas des problèmes politiques qu'on connaît avec l'affaire Bicêtre-Fabien-Volney, mais je parle surtout de ces livres de couleur qui maintenant ont multiplié les habitations vivrières et qui ont même acquis des petites sucreries et qui se mettent à faire des productions un peu maison. C'est les fameux rhums habitants, les rhums qu'ils font, les productions maison, qui vont d'ailleurs déterminer à créer ce qu'on appelle les débits de la régie et où on va mettre en place des contrôleurs, des gens qui viennent voir quels sont les gens qui font du rhum clandestin, parce que cela se faisait. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Toujours est-il que la grosse mutation vient de la question des usines centrales. Et les usines centrales vont complètement modifier le système. Qu'est-ce que c'est que ces usines centrales? La première a été créée à la Pointe-Simon. Vous
il y a maintenant un hôtel Simon là à l'endroit. Et bien là, c'était une usine de sucre. C'était la première grosse usine qui était créée, alors comme par hasard, par un Anglais, John Thorne. Comme par hasard, c'est eux qui avaient ça. Mais il y a d'autres usines centrales qui apparaissent, celle de la Guigneret au Robert, celle de Brière de Lille à Frégate, ou bien celle des frères Saint-Son d'Ibellegarde au François. Et puis, il y a donc, entre 1844 et 1872, toute une création de nouvelles habitations. Ce que je veux de nouvelles usines centrales. Mais il y a une crise économique qui se fait après l'abolition de 1848. En 1848, le 15 septembre 1848, après l'abolition, il y a un arrêté contre l'oisiveté et le vagabondage qui instaure des ateliers de discipline. Il est fait obligation aux nouveaux libres de louer leur force de travail aux propriétaires. En 1852, je passe rapidement sur les dates, mais c'est le décret qui installe le système du travail obligatoire. Ensuite, en 1854, c'est l'instauration d'un impôt personnel payé uniquement pour les travailleurs des campagnes. Mais c'est surtout en 1855 l'arrêté de l'amiral Le Guédon qui aggrave le décret du 13 février 52. Et puis, à côté de cela, ça c'est des mesures sur les travailleurs, mais à côté de cela, à partir de 1853, c'est l'arrivée à Saint-Pierre des premiers immigrants qui sont ramenés de l'Inde à bord de l'Aurélie. Ils sont à peu près 314 pour le premier voyage. Mais cette immigration indienne va s'étendre de 1853 à 1883, mais il y aura aussi une immigration de Congo, une immigration de Chinois, une immigration de Madériens. Je passe vite dessus. Dans le débat, vous pourrez poser des questions. Autre élément qui intervient dans cette crise d'après l'abolition, c'est la question de l'indemnité qui a été accordée aux planteurs. Cette indemnité a pour but, bien entendu, de soulager le fait qu'ils aient perdu leur main-d'œuvre qu'ils avaient gratuitement, mais 1/8 de cette indemnité doit servir à la création d'une banque locale d'escompte et de prêts. C'est le vote du 30 avril 1949. Ensuite, en juillet 1841, on crée la Banque de la Martinique à partir de ce 1/8 de l'indemnité. Cette institution, c'est une banque de prêts et d'escomptes. En 1860, c'est la création du crédit colonial. Et en 1863, ce crédit colonial devient le crédit foncier colonial. Les prêts sont des prêts à long terme et ils se destinent principalement à la construction de nouvelles sucreries. Alors vous connaissez bien, je ne vais pas m'étendre, l'histoire par exemple du Galion et l'histoire de Bougenot et des gens qu'il avait employés pour pouvoir construire cela. Et puis, en 1861, autre élément, c'est l'accord de libre-échange qui est voté en France avec l'Angleterre et qui met fin à ce qu'on appelle l'exclusif colonial. Il y a donc là une mutation importante qui se fait pour le système d'habitation. Et si l'économie coloniale entre dans une nouvelle forme de mondialisation, elle est obligée de se plier à l'exigence du combat, du développement capitaliste. Nous sommes dans une zone périphérique du capitalisme, mais obligatoirement, elle est intégrée au système. Lorsqu'on arrive en 1870, sur 65 613 travailleurs et travailleuses, la canne représente quand même 50,48% de la population active, si vous regardez bien. Le café représente 1524 travailleurs, mais les vivres qui ne font pas partie du système de l'habitation, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, nous avons l'apparition, surtout, non, je vais trop vite, nous avons surtout l'apparition, avec ces usines centrales, eh bien, de la distinction entre ce qu'on appelle le rhum industriel et le rhum agricole. Comme vous êtes un public averti,
Je ne vais pas m'étendre dessus, mais je crois que ça a son importance. Le sucre maintenant, voilà une autre période extrêmement importante. Nous entrons dans la période, une période extrêmement importante. Lorsque le sucre entre dans en crise de surproduction capitaliste. Alors, on ne l'a certainement pas suffisamment répété, mais ce sont les produits coloniaux les premiers qui ont illustré les crises de surproduction du système capitaliste. Et le sucre, ça a été la première grande crise, avant même celle de 1929. En Martinique, on a une chute brutale qui va de 1884 jusqu'à 1904, pendant 20 ans, avec de gros éléments comme 1884-1886, ensuite 1894-1896, et enfin 1902-1904. Non seulement le sucre se vend très mal. Le sucre, par exemple, la production mondiale de sucre était de 3 855 000. Elle passe à 9 489 000 en l'espace de 20 ans. Mais si le sucre martiniquais représentait 1,24% du sucre mondial, ce qui était quand même énorme pour que la Martinique, eh bien, lorsqu'on arrive en 1901, elle ne représente plus que 0,35%. Et en outre, cette crise s'explique par la baisse du prix, je sais pas, tout le monde arrive à lire, au fond, la baisse du prix du quintal de sucre. Le quintal de sucre se vend à 56 francs en 1884-1886. Alors, 1882, j'ai mis 56 francs. En 1994, il est tombé à 25 francs. Et en 1902-1904, il est tombé à 39 francs. Et en 1904, à 24 francs 91. Je ne sais pas si vous imaginez, un sucre qui était vendu à 56 francs se retrouve à 24 francs 91. Et quelle est la conséquence de cette affaire? Eh bien, une des conséquences alors là, vous avez une courbe sur... alors ça, c'est une photo que j'ai prise au musée de la Canne, sur l'exposition qui vient d'être tenue là. Eh bien, quelles sont les conséquences? Eh bien, cette mévente du sucre, dans un premier temps, immédiatement, comme nous ne vendons pas le sucre, eh bien, nous baissons le salaire de nos employés. Et on voit apparaître, en 1882 déjà, eh bien, une première grève d'ouvriers agricoles à Sainte-Marie et à Trinité. Après 1882 et la suppression de l'immigration, eh bien, on arrive en 1884 à une crise à Basse-Pointe et dans beaucoup de communes, au François, au Robert. Je ne vais pas reprendre toutes ces grèves, mais même aussi des désertions de travailleurs indiens qui profitent pour partir pour Sainte-Lucie. Il y en a aussi qui se pendent et il y a même aussi de l'alcoolisme ou bien qui font des incendies de cases à bagasse. On retrouve ça dans tous les procès à cette époque. C'est l'époque, après cette crise de 1884, c'est l'époque où le 23 juillet 1885, là aussi je ne vais pas raconter, mais c'est lorsque 1200 Martiniquais vont s'embarquer pour aller construire le canal de Panama, parce qu'il n'y a plus de travail sur les habitations. C'est l'époque aussi où, eh bien, les femmes qui ne pouvaient plus travailler dans la banane vont descendre sur le port de Fort-de-France parce que les navires à vapeur ont besoin qu'on leur donne du charbon. Et c'est l'époque des charbonniers et des charbonnières. Ça vient de la crise du sucre de 1884. Alors, ensuite, il y a quelques dates à retenir. Bon, vous les connaissez. C'est celle du 8 février 1900, ce qui s'est passé au François, la grève du François. Et puis le fameux arbitrage de 1905, qui en fait était en vigueur jusqu'à récemment dans la Canne, lorsque les patrons comme Bougenot, Duchamp, Plissonneau, Despointes, Lucie de Fossario, Astier de Pompignan ou Fernand Clerc, eh bien, ont signé un arbitrage de 1905 pour pouvoir bien régler ce qu'était que la tâche de la Canne. Je ne vais pas encore expliquer, mais vous avez
la canne par petits bouts, 10 bouts, des piles, etc. Et alors que cette crise est extrêmement forte, eh bien, il y a le rhum qui est produit et qui se vend très bien. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. En particulier, ce qu'il faut voir tout de même, c'est comment il y a une différenciation qui se fait au niveau de la population. En particulier, le personnel républicain, politique républicain. En 1883-1885, eh bien, des gens comme Amédée Naït, comme Marius Huard, plus tard, des gens comme Lagosière, parce que Lagosière arrive au début du XXe siècle. Et à la fin du siècle, Victor Sévère, tous ces gens-là sont des gens qui possèdent des distilleries. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que, alors que les grands planteurs s'étaient lancés dans la question des grandes usines centrales et pratiquaient du rhum industriel, les petits avaient pris des petites sucreries et ils se mettaient à faire du rhum. Et c'est le moment où le rhum commence à prendre du poids. Et c'est le moment où le rhum devient, d'ailleurs, Saint-Pierre devient ce qu'on appelle la capitale du rhum. Et en particulier, c'est l'époque où la Martinique vend 1/3 du rhum mondial à ce moment-là. C'est quand même un poids extrêmement important dans l'histoire économique. Alors, à côté de ça, dans ces crises, il y a toute une restructuration et tout un dégraissage et des dégraissages dans la richesse sucrière. Il y a une concentration foncière qui est importante parce que beaucoup de petites entreprises, de petites sucreries ne peuvent pas tenir. En outre, les grandes usines ont besoin de beaucoup de terre, donc ils rachètent. Il y a beaucoup de saisies au nom du crédit foncier colonial. Il faut lire tout chez les notaires de l'époque, Maître Esch, Maître Galette, etc. Quand vous reprenez les listes de ventes qui sont faites aux enchères, etc., ou de saisies qui ont été faites par le crédit foncier colonial, on rachète à bas prix les petites habitations. Enfin, en 1892, il y a quelque chose qui vient aggraver les choses. On interdit d'importer des USA ce qu'on appelle, on interdit les importations des USA et on augmente les taxes sur les produits coloniaux en France. Donc là, c'est une crise terrible. Et il y a toute une réorganisation sociale des habitations. C'est l'époque où, comme il n'y a plus d'esclavage, on va quand même mettre un certain nombre de punitions. Alors des punitions et amendes, ce qu'on appelle la demi-journée. On ne vous paie pas la demi-journée si vous avez été absent, par exemple une après-midi, eh bien, on ne vous paie pas. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle le piquant. Parce qu'on estime que le travail n'est pas bien fait, eh bien, mais on vous donne cette amende. On va mettre aussi les fiches, les bons et les caïdons. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fiches, ces bons et caïdons? Peut-être que vous connaissez mieux l'histoire du caïdon. Ce sont des avances que l'on fait aux gens de l'habitation, mais ils ne peuvent utiliser cela que sur la boutique de l'habitation, qui appartient au géreur ou au commandeur. Et naturellement, c'est des prix. Et ils vous font leur prix. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par Fernand Clerc, et cela s'est généralisé après pour toute la Martinique. Et puis, puisqu'il y a cette concentration, il y a aussi, j'explique, ce qui s'est passé, par exemple, toute la conquête de la plaine de Rivière-Salée, de Génipa, etc. Ça vient d'un béquet qui était extrêmement puissant dans la canne, Octave Ayotte, qui était d'ailleurs quelqu'un qui connaissait bien la canne. Il a écrit un ouvrage sur l'économie sucrière, l'économie de la canne. Eh bien, il fait mettre des usines et il en construit 2 côte à côte. C'est celle de Laguillot et celle de Génipa, dans la région. Ensuite, on va voir apparaître aussi, lorsque nous serons pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, toute l'expérience lorsque M. Ayotte, Gabriel Ayotte,
eh bien, va s'allier avec son beau-fils, Aubéry, et va éliminer de la direction de son usine du Larentie, va éliminer Fernand Clerc. D'ailleurs, ça va être une grosse bataille politique, puisque Fernand Clerc ira s'allier avec la Gauzière, la Gauzière socialiste. Et c'est le moment où il existe aussi, en Martinique, deux syndicats. Il y a un syndicat qu'on appelle le syndicat général des planteurs et manipulateurs de canne, et puis il y a le syndicat des fabricants de rhum en 1917, qui est dirigé d'ailleurs par des mulattes, et aussi la Gauzière en a été le président un moment. Donc voilà des éléments extrêmement importants dans l'histoire beaucoup plus récente. Alors la Première Guerre mondiale, c'est une très bonne affaire pour le rhum. C'est une très bonne affaire parce que vous avez là l'exportation du rhum en 1892, 192 000 hectolitres alcool pur, qui tombe en 1902 à 80 000 hectolitres, mais lorsqu'on arrive en 1918, ça a remonté à 180 000. Et alors, qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, c'est l'envolée des prix du rhum pendant la guerre. Le rhum est multiplié par plus de 40. Je n'ai pas mis le prix de 1914, mais 1914, on était à 22 francs. Eh bien, en 1918, 4 ans après, on est à 1200 francs, le rhum. Et pourquoi? Parce que le rhum, c'est non seulement un produit stratégique qui est utilisé dans les explosifs, les nouveaux explosifs, mais c'est un produit qu'on utilise aussi en pharmacie à ce moment et à l'hôpital, en particulier pour les opérations. Et puis c'est un produit qui remplace le vin, et qui remplace le vin, pourquoi? Parce qu'il y avait eu la crise du phylloxéra et que la France est occupée, ne peut pas, le nord de la France est occupé, et par conséquent, on fait venir... mais cette exportation de rhum, eh bien, le prix baisse brutalement en 1920, elle est à 600 francs, et en 1921, elle est à 200 francs. Je ne sais pas si vous comprenez bien cela, mais ces 13 usines à sucre, ces 15 usines à sucre qu'il y avait en 1913, eh bien, à la fin de la guerre, ils se sont déjà, on s'en est bien sorti. Toujours est-il que dès la fin de la guerre, eh bien, les importations de mélasse, parce que comme on produisait beaucoup de rhum, il n'y avait pas assez de mélasse ici, on en achetait dans les îles d'à côté, eh bien, les importations de mélasse sont interdites. Et ça, c'est le lobby des producteurs d'alcool en France qui l'impose au Parlement. Ensuite, on interdit cela en 1917, et puis on va introduire ce qu'on appelle le contingentement. Alors, le contingentement du rhum, c'est-à-dire, à partir de ce moment, en 1922, il y a une loi de financement sur le rhum. On estime que ne peut rentrer en France que 160 000 hectolitres, mais la Martinique, à elle seule, produit 80 000 hectolitres. Et quand on met ça à toutes les colonies. Ensuite, ce contingentement est renouvelé en 24 et en 25. Ensuite, il y a une baisse brutale des cours du rhum en 1925, avec la fermeture de plusieurs distilleries. Il y a le chômage pour les coupeurs de canne et les amarreuses. En 1926, les cours vont remonter, mais le rhum, à ce moment, il est trop cher. Et donc, en France, on réduit les achats. D'autant plus, je ne l'ai pas mis, mais qu'il y a une telle propagande pour dire que les rhums qui viennent des colonies, on ne sait pas s'ils sont de bonne qualité, tandis que nos produits, nos eaux de vie de France, eh ben, sont de meilleure qualité. Et il y a là encore de nouvelles faillites. Et puis enfin, en 1933, il y a encore une loi sur le contingentement du sucre. 13%, ça c'est sur le sucre, 13% de la consommation française. On l'amène à 150 000 tonnes, alors que la Martinique produit à elle seule 55 000 tonnes, que la Guadeloupe en produit beaucoup, que la Réunion aussi en produit beaucoup. C'est-à-dire que ce contingentement, c'est quelque chose qui pose problème. Bon, je passe sur 2 ou 3 points, mais je veux surtout arriver à la période dite de l'amiral Robert.
pour aller un peu plus vite, parce que je ne veux pas trop vous fatiguer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de sucre et de rhum baisse. Mais les distilleries, beaucoup de distilleries arrêtent parce qu'ils n'ont pas des pièces de rechange. Mais la consommation du rhum a augmenté ici, malgré les taxes. Et pourquoi? On passe de 31 571 hectolitres en 1938 à 37 000 hectolitres. Ça a augmenté beaucoup en 1943. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le blocus. Il n'y a plus de vin. C'est-à-dire les 25 000 hectolitres de vin qui venaient n'arrivent plus. Les eaux de vie qui venaient de France, 500 hectolitres, elles n'arrivent plus. Donc on ne boit que du local. Et après la chute donc, de Robert, les exportations vers les USA en 1943 vont reprendre. Le prix du rhum va augmenter. Les prix du rhum ont été multipliés par 5 entre 1939 et 1945. Et par conséquent, il y a là, sauf que, à partir de ce moment, il y a quand même il y avait d'autres choses à faire, mais je n'arrive pas à le faire. Toujours est-il qu'à partir de ce moment, il y a une crise réelle qui... Alors lorsqu'on arrive à la dernière période, c'est dommage quand même qu'on ne puisse pas voir ces images. J'aimerais qu'on puisse les voir. Oui, alors là c'était sur les distilleries. J'ai voulu donner ce chiffre quand même, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous voyez l'augmentation très forte entre 1914 et 1934, et puis la diminution qui commence à partir de 1934 et qui s'accélère après 1945 pour arriver à nos chiffres. Le rhum dans les années 30, oui, il y a 19 rhummeries d'usines, une production de 117 000 hectolitres en production moyenne annuelle. C'est extrêmement important. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'époque, en 1935, où on crée le syndicat du rhum en bouteille. Et je ne sais pas si vous connaissez toutes ces affichettes sur le rhum qu'on retrouve dans la presse, mais il y a même des affiches dessus qui montrent le syndicat du rhum en bouteille. Lorsqu'on arrive à la dernière période, alors là j'irai plus vite, il y a le déclin du sucre et la fulgurance de la banane. Si vous regardez, je ne sais pas si on voit au fond, si vous le voyez correctement, si vous regardez en tous les cas le graphique, vous voyez comment les hectares plantés en canne entre 1848 et 1960, on est passé de 12 000 hectares à 5 000 hectares. Ensuite, le tonnage du sucre, on passe de 23 701 tonnes, alors ça remonte à 54 000, ça remonte à 95 000 tonnes, alors c'est extraordinaire, mais ça retombe à 26 000 tonnes. Il faudra parler de cette montée du sucre, parce que ensuite, les distilleries, j'en avais déjà parlé, le nombre d'usines qui diminue extraordinairement, et la production de rhum en hectolitres alcool pur. Et puis, les ouvriers agricoles qui passent de 38 000 en 1948 à 17 000 en 1970. Et là, cette agonie du sucre est accompagnée d'une montée de la banane qui est extrêmement importante, puisqu'on passe de 3 000 hectares de bananes en 1948 à 9 300 hectares et de tonnage de 45 000 tonnes à un tonnage de 160 000 tonnes. La population ouvrière agricole que je vous ai indiqué tout à l'heure aussi. Et alors, il y a donc la langueur et toute la décrépitude de l'économie sucrière. Elle a du mal à se relever. Le matériel, par manque de rentrée d'argent frais, a été incomplètement utilisé, mal entretenu, et il est devenu pour une bonne part obsolète. Il y a une volonté de reprise, et il y a aussi des aides gouvernementales, mais plus personne n'y croit en fait. La reprise de la production sucrière se fait sentir avec cet apogée que je vous ai montré en 1861, mais cela ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancien monde
qui disparaît. C'est l'agonie rapide pour l'habitation sucrière et la société d'habitation. Les 9 années de 52 à 61 dont je vous ai parlé ne sont qu'un faux semblant de répit. C'est vraiment le chant du cygne de la vieille économie de plantation. Les restructurations font rage à ce moment. Pour ceux qui ont vécu cette époque, puisqu'il y en a plein ici qui ont vécu cette époque, c'est l'époque de la forte mécanisation, de nouvelles méthodes culturelles. C'est l'époque aussi où il y a beaucoup de petits distillateurs et de petits paysans qui vendent leur habitation. C'est l'exode rural vers Fort-de-France et vers les gros bourgs comme le Lamentin, et puis aussi vers la France, au milieu des années 50. D'ailleurs, cela est accompagné, je ne vais pas, mais de luttes annuelles, chaque année, de luttes annuelles pour les salaires. D'abord au Carbet en 1848, à Basse-Pointe, à la Chassin en 1952, au Lamentin en 1961, pour parler des grèves les plus importantes. Et puis, il y a des grèves d'ouvriers agricoles et de 45 à 65, pratiquement, cela reflète tout le malaise. Le monde agricole change totalement. Cela ne s'exprime pas seulement en termes quantitatifs ou en termes de rajeunissement, mais aussi en termes de mutation. La population des campagnes a chuté de plus de la moitié en 30 ans. C'est non seulement l'exode rural, mais c'est aussi le fait que beaucoup de gens vont aussi vers la France. Et de nouvelles tendances se dessinent. Les plus affûtés des grands propriétaires, eh bien, ils se reconvertissent, soit vers d'autres cultures d'exportation telles que la banane, mais soit vers les grandes sociétés de distribution. Vous avez une date extrêmement intéressante, c'est 1956, la première ouverture de prise unique à la Martinique. Et donc, par conséquent, vous avez tous ces changements. Et puis, arrivent ce qu'on appelle les 2 décennies catastrophiques pour les fermetures d'usines et la disparition effrénée des distilleries. Je ne vais pas donner toutes les dates, ni toutes les grèves, parce que là, il y en a trop, mais lorsque vous aviez, en 1960, vous avez encore 11 usines sur les 17, sur les 15. En 1965, c'est la fermeture de l'usine du François. En 1974, eh bien, il ne reste plus que 4 usines, Sainte-Marie, le Galion, le Lamentin, le Larentie, Rivière-Salée. Et à la fin des années 70, il ne reste plus que le Galion et le Larentie. Et puis en 81, ferme le Larentie. Voilà l'histoire au niveau de tout cela. Alors, nous arrivons donc à un monde sucrier qui disparaît et, par contre, un Rhum qui s'est maintenu, qui s'est battu pour avoir d'abord... alors, j'ai sûrement des... Là, vous avez une carte de la Martinique des distilleries telles qu'on pouvait encore les voir. Je ne sais pas si de loin vous les voyez, mais c'est toutes les distilleries. Et puis, vous avez une carte de toutes ces distilleries de la Martinique telles qu'elles existaient. Et maintenant, là, vous avez là la carte du Codérum que j'ai volée dans le livre de M. Sassier, là, et puis vous avez la production du rhum entre 1952 et 1994, et vous voyez la différence entre la montée du rhum agricole, même s'il y a des creux, et la chute du rhum d'usine sur toute cette période. Eh bien, je crois avoir vu avec vous l'essentiel. J'ai voulu être assez bref, mais ce qu'il faudrait quand même retenir de cet exposé, c'est que la canne, le sucre et le rhum ont vraiment marqué toute l'histoire de la Martinique depuis 1654 jusqu'à nos jours, qu'il ne s'agit pas d'être aujourd'hui nostalgique, mais il s'agit de comprendre comment cela a marqué tous les aspects. Alors, je n'ai pas abordé les aspects culturels,
parce que sinon on était là encore pour 2 heures. Comment on retrouve ça dans les chansons, dans les contes, dans les histoires. Je n'ai pas non plus abordé toute la vie dans les distilleries, toute la vie syndicale qui a un peu marqué toutes ces années, les gens qui les connaissent. J'ai très peu parlé, je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle les Wicasneg, et en particulier comment elles ont été refondues par Fernand Clerc après la fin de l'immigration en 1884. Tout ça, ce sont des éléments qu'on aurait pu mettre, mais je vous aurais retenu trop longtemps, donc j'ai essayé d'être bref. Merci.